You can go. Okay, you can go. Ok. Ouais, tu vas zoomer comme ça. Faut dézoomer. Non, j'arrive, j'ai eu un petit souci technique là. Voilà, c'est bon? Ouais. Ok. Bonsoir, chers Oui. aînés, bonsoir, chers collègues. Je suis le docteur Oumar Badirou. Donc, l'exposé d'aujourd'hui porte sur l'IRM médulaire. Donc, pour ce faire, après une introduction, nous allons parler de la réalisation pratique d'une IRM. Ensuite, nous aborderons les résultats de l'IRM. Après, nous parlerons des protocoles d'imagerie médulaire. Et enfin, avant de conclure, nous aborderons la sémiologie en IRM et quelques diagnostics. OK. Donc, pour introduire, nous dirons que l'imagerie par résonance magnétique ou IRM est une technique de neuroradiologie très adaptée à l'étude de l'encéphale, donc le parenchyme, les nerfs, de la moelle et des racines nerveuses, de leur enveloppe, donc les méninges, la boîte crânienne, le rachis, et de deux espaces liquidiens contenant d'une part le liquide cérébrosspinal, LCS, et d'autre part le sang artériel et veineux. L'IRM fournit des renseignements sur le siège et la nature du processus pathologique grâce à des séquences morphologiques, mais également fonctionnelles. Elle est largement utilisée en neurologie et les cliniciens sont confrontés quotidiennement aux images des patients. Donc, quelles sont donc les règles de prescription? Comment se déroule l'examen? Comment l'expliquer aux patients? Et quelles sont les séquences incontournables? La réalisation d'une IRM est uniquement possible en l'absence de contre-indication. Donc, comme contre-indication absolue, nous avons les pacemakers, les défibrillateurs cardiaques implantables qui risquent en fait d'être déréglés par le champ magnétique. Nous avons certains types d'implants cochléaires et certains matériels implantés activés par un système électrique magnétique ou mécanique. En fait, les risques du matériel ou des dispositifs biomédicaux implantés sont en rapport avec l'induction de courant électrique provoquée par les impulsions radiofréquentes appliquées. Donc, nous avons également du matériel ferromagnétique intracérébral comme les anciens, dans les anciens traitements anciens des anévrismes cérébraux. Donc, du matériel intraorbitaire par implantation accidentelle d'origine professionnelle qui peuvent donc se déplacer. Le radiologue, quand même, peut, avant l'IRM, presque un cliché standard ou un scanner sans injection centré sur la zone contenant potentiellement le métal. Et si les clichés montrent la présence de ce métal, annuler l'exploration. Il a noté que les stents, filtres et coils intravasculaires sont tous compatibles, sauf lorsqu'ils sont supposés instables. Donc, certaines situations peuvent faire reporter l'imagerie par résonance magnétique ou gêner certaines séquences. Donc, comme le premier trimestre de la grossesse, généralement, l'indication est systématiquement confrontée aux bénéfices attendus. L'anxiété et la claustrophobie. Il faut dire qu'une prise en charge rassurante, la prescription d'un anxiolytique léger, permettent en général la réalisation de l'examen. Une agitation incorrectible, donc en fait, l'agitation dégrade la qualité des images. L'exploration, si elle est vraiment indispensable, elle peut être faite après une prémédication, voire sous anesthésie générale. Dans un centre adapté, bien sûr, il faudrait que le matériel de réanimation non ferromagnétique soit disponible. Donc, aussi, le matériel dentaire banal peut entraîner des artefacts qui dégradent l'image obtenue, notamment en séquence en écho de gradient avec suppression de crest. Que dire au patient avant de prescrire une IRM? Le clinicien explique à son patient le déroulement de l'examen et lui demande d'apporter en fait le jour de l'IRM, outre l'ordonnance qu'il va lui remettre, les examens radiologiques concernant sa pathologie actuelle. En particulier lors du suivi des lésions, la consultation des anciennes IRM permet de reproduire les mêmes séquences, ce qui facilite les comparaisons avec l'examen antérieur. Si possible, même au mieux, l'examen est réalisé dans le même centre avec le même appareil. Donc, quelques renseignements pratiques utiles à connaître. Nous savons tous que tous les objets métalliques situés dans le champ d'exploration, ainsi que le matériel électronique et magnétique, sont enlevés avant l'examen. Les bagues d'orthodontie, en fait, elles peuvent gêner l'interprétation des images, comme nous avons dit plus tôt, car elles entraînent souvent des déformations du massif facial et de la partie antérieure de l'encéphale, notamment les lobes frontaux et temporaux. Donc, si l'examen n'est pas urgent, il faut le programmer après l'ablation du matériel ou carrément, dans le cas contraire, avant sa pose. Le patient n'a pas besoin d'être à jeun.
même si une injection de gadolinium est prévue. Même chez les patients à terrain atopique, une prémédication n'est pas vraiment justifiée compte tenu de la très rareté des accidents liés à l'injection. Donc, tous les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui signe l'autorisation d'examen. Les dispositifs électriques contrôlant les cathéters ou les stimulateurs médulaires intrarachidiens doivent être arrêtés pendant l'examen ou juste avant. Donc, le matériel d'orthopédie, notamment les vis pédiculaires, les cages, peuvent être également responsables d'artefacts, comme nous le voyons sur la figure 1 là. Mais ils ne contre-indiquent pas l'examen médulaire ou rachidien, sauf s'il est très ancien. Donc, quelques notions techniques de base encore. Le champ magnétique, un champ magnétique permanent est créé en fait par la machine, orientant les protons de l'organisme dans le même sens. Donc, la puissance du champ permanent est le plus souvent de 1,5 Tesla. Il existe différentes antennes qui sont utilisées en fonction de la région étudiée. Donc, une antenne, bon, les plus courantes, c'est l'antenne tête, l'antenne rachis pour le rachis, l'antenne tête et cou, dite neurovasculaire pour les troncs supraortiques et l'exploration des lésions cervico-occipitales. Donc, comme nous voyons sur ces deux iconographies, en A, la figure A nous parle beaucoup plus de l'antenne tête, d'accord, avec 1, l'anneau, en 2, l'injecteur, en 3, le miroir, et en 4, l'antenne proprement dite, avec en 5, le tunnel. Et l'iconographie B, c'est l'antenne tête-cou, donc neurovasculaire, avec en 1 son miroir, et en 2, l'antenne tête-cou neurovasculaire proprement dit. Donc, le type et la périodicité des ondes radiofréquentes envoyées déterminent la séquence. On obtient une échelle de gris qui définissent en fait les images obtenues. Donc, elles sont traduites par l'intensité du signal obtenu, allant donc de l'hyposignal ou hypointensité qui est noir, en fait, à l'hypersignal ou hyperintensité qui est plutôt blanche. Donc, et on a un isosignal. On parle d'isosignal lorsque on a la même couleur que le parenchyme pour la structure de référence. Donc, le déroulement de l'examen, il faut bien sûr préparer et installer le malade, Le bruit de la machine peut être anxiogène pour certains patients. Donc, ce bruit-là peut être atténué par différents dispositifs comme des bouchons d'oreille ou des casques insonorisants. Le patient est installé confortablement sur la table. Donc, on peut avoir recours à un coussin sous les genoux ou sur les plans osseux. Donc, pendant l'examen, le patient ne doit pas bouger. Cet examen dure en routine 10 à 30 minutes selon la pathologie et le type de séquence choisi. Donc, en ce qui concerne les séquences, elles peuvent être séparées en 2 grandes catégories, donc morphologiques et fonctionnelles. De façon schématique, nous dirons que les morphologiques permettent d'obtenir des images anatomiques et des renseignements sur la structure des zones étudiées, normales ou pathologiques. Alors que les fonctionnels précisent beaucoup plus donc, la composition chimique, la spectroscopie, l'état de mobilité des protons de l'eau, la diffusion, la vascularisation, l'état de la barrière hémato-encéphalique ou perfusion, et l'IRMF qui en fait donne le rôle de la région étudiée. Donc, les séquences morphologiques font partie du bilan habituel généralement et sont réalisées dans la majorité des centres qui ont un appareil d'IRM. Donc, le tableau 1, comme nous l'avons nommé, rappelle ici les principales causes des hyper-hyposignaux en fonction de la séquence. Donc, généralement, en T1, il faut noter que la graisse est hypersignale et donne un hypersignal, donc est très blanche, de même que le sang, de même que certaines classifications. Alors que paradoxalement, en T1, les os sont beaucoup plus noirs parce qu'ils donnent un hyposignal. Nous allons parler aussi, bon, en cas d'injection de gadolinium, il faut dire que les muqueuses, les méninges et les vaisseaux prennent le contraste. Donc, maintenant, parmi les séquences fonctionnelles, seule la diffusion est entrée dans le bilan de routine pour certains centres, notamment dans la recherche des accidents ischémiques récents. L'injection de produits de contraste. Il faut dire qu'au cours de certains bilans morphologiques, comme au cours des séquences fonctionnelles de perfusion, on réalise une injection intraveineuse de produits de contraste. Elle permet en fait de mettre en évidence les zones de rupture de la barrière hémato-encéphalique, si lésions inflammatoires, abcès, AVC ischémique, et les zones d'hypervascularisation par néo-angiogenèse, donc en cas de malformation vasculaire ou de tumeur gliale maligne, sur des séquences 31.
Donc, le produit injecté est un chélate de gadolinium qui raccourcit en fait le temps des structures où il est concentré. Donc, ces zones apparaissent en hypersignal. Donc, pour la plupart des examens, la dose injectée est de 0,1 millimol par kilo, soit 0,2 millilitres de poids corporel. Le choix du produit de contraste est conditionné quand même par la fonction rénale du patient. Toutefois, l'injection de produits de contraste est contre-indiquée chez la femme enceinte et chez le patient insuffisant rénal sévère. Il faudrait contrôler la clairance qui devrait être inférieure à 30 ml par minute. Donc, cette diapo veut nous faire ressortir l'importance en fait de la communication entre le clinicien et le radiologue. En fait, le neurologue qui reçoit le patient, le neurologue, le neurochirurgien qui reçoit le patient avec son examen, doit avoir un regard très critique sur celui-ci. L'IRM doit répondre en fait aux questions posées au radiologue par l'intermédiaire de la demande. Donc, il faut rappeler qu'à ce propos, l'importance de la précision avec laquelle le clinicien doit rédiger cette demande est de mise. Le protocole d'IRM est choisi donc en fonction de celle-ci. Et les IRM sont donc d'autant plus précises et spécifiques que le problème diagnostique est détaillé par le clinicien. Un radiologue averti aussi doit réaliser les séquences adéquates et étudier avec un soin particulier les zones éventuellement impliquées dans la pathologie. Pour l'analyse générale des clichés, une lésion se traduit par une anomalie de couleur, donc ou signal, et de morphologie des structures normales ou par l'apparition d'une structure supplémentaire anormale dans ou en dehors de la moelle. Certaines images qui semblent anormales sont soit des variantes de la normale, soit des artefacts. Généralement, ceux-ci sont dus au patient, donc pas des mouvements, le matériel dentaire comme nous avons parlé plus tôt, etc. Ou carrément la technique utilisée. Et ils sont généralement signalés dans le compte rendu. Le diagnostic d'une lésion dépend donc de plusieurs éléments. Les plus décisifs sont la localisation, intra- ou extra-canalaire, la structure pathologique, que ce soit le disque, l'atteinte du disque ou d'une vertèbre, et l'aspect des anomalies, donc le signal, la morphologie, le nombre peut-être. L'étude IRM permet donc l'analyse des modifications associées à la lésion. Donc les différents protocoles, en ce qui concerne, c'est déjà un peu de la sémiologie. Nous avons deux grands syndromes, donc le syndrome de compression médulaire ou lésion intrinsèque. L'examen en fait doit se faire au minimum avec les séquences sagittales T1 et T2 et des coupes axiales T2 centrées sur la zone de compression. L'exploration sagittale doit être faite en deux champs, donc l'un étudiant la moelle cervicale et dorsale haute, l'autre la moelle dorsale et le cône. Donc, les grands champs sont généralement très intéressants pour l'étude du rachis, mais les images médulaires ne sont pas de très bonne qualité et les petites lésions peuvent passer inaperçues. Donc, c'est d'où l'idée du double champ, du double shot. Si la symptomatologie est due donc, à une lésion expansive, l'exploration est généralement complétée par des séquences T1 axiales, sans puis avec injection de produits de contraste. Donc, cette dernière étant souvent réalisée avec suppression de graisse. Ces groupes axiales doivent être accompagnés d'un repérage permettant de préciser leur niveau exact. Les lésions d'origine osseuse sont souvent explorées dans un second temps par un scanner qui permet de préciser en fait la part de la composante osseuse dans la compression, voire d'orienter le diagnostic étiologique, puisque le scanner est quand même un peu plus performant que l'IRM dans l'étude de la trame osseuse. Et ensuite, le syndrome de la queue de cheval, dans lequel les coupes doivent couvrir la partie basse de la moelle, l'ensemble du canal lombaire et le sacrum. Donc, outre les coupes sagittales T1 et T2, les coupes axiales centrées sur le cône médulaire ou sur une éventuelle lésion sont indispensables. Et généralement, en cas de suspicion d'atteinte radiculaire, l'injection est le plus souvent réalisée et le plan coronal dans l'axe des racines permet de bien les analyser. Donc, une fois le protocole réalisé, les images vont être analysées par le radiologue. Cette analyse est détaillée dans le compte rendu qui accompagne les documents rapportés généralement par le patient, que ce soit les clichés ou un CD. Donc, en ce qui concerne les atteintes médulaires, il faut dire que l'hypersignal T2 est l'anomalie médulaire la plus fréquente. Rappelons que la séquence la plus sensible pour leur détection est normalement le Short Toe Inversion Recovery, STIR. Mais que, en fait, le T2 écho de spin a comme avantage sur cette séquence son excellente résolution anatomique, donc c'est plus facile de se retrouver, et les artefacts sont moins marqués. Donc, en pratique,
il est conseillé de réaliser une acquisition sagittale T2 écho de spin et de compléter au moins d'autres par une séquence axiale sur la zone suspecte en style. Donc, l'hypersignal est focal. Comme nous voyons sur cette icono, l'hypersignal est focal latéralisé associé ou non à une prise de contraste, une augmentation du volume de la moelle. Donc, c'est généralement une inflammation ou une myélite. Donc, le siège est la moelle cervicale. Donc, ici, cette IRM a été réalisée chez un patient de 29 ans dans un contexte de troubles de la marche, d'évolution progressive et de notion d'hypersignaux T2 encéphalique. Donc, nous voyons là une hypersignal, là et là. Les hypersignaux T2, cependant, sont non spécifiques. Et si l'hypothèse d'une inflammation n'est pas retenue, il faudrait pouvoir évoquer une séquelle post-traumatique. Le plus souvent, une lésion tumorale, en particulier un lymphome ou une vascularite, dans certains cas. Donc, comme nous voyons là. Donc, devant un hypersignal étendu, très marqué, pseudo-liquidien, il faudrait généralement évoquer une neuromyélite optique de Devic. Et l'IRM encéphalique avec étude spécifique des nerfs optiques doit être programmé. Si nous avons un hypersignal plutôt modéré qui touche le cône médulaire et de façon variable, la moelle sous-jacente, c'est un patient ayant des symptômes de canal lombaire étroit, il faut penser à une fissure durale. Et là, l'injection de produits de contraste est systématique pour confirmer l'existence de vaisseaux dilatés périmédulaires, et on vérifie que le patient va faire le bilan ou a déjà bénéficié de ça. Maintenant, si cet hypersignal est mis en évidence au décours d'une atteinte brutale Oui. Et qu'il est formé de lésions bilatérales, paramédianes, arrondies et bien limitées, il s'agit d'un infarctus médulaire, comme ici. S'il est postérieur, paramédian en bande touchant parfois toute la moelle, une sclérose combinée est recherchée, de principe avec un bilan biologique comportant un dosage de la vitamine B12. Maintenant, si l'hypersignal est liquidien, linéaire, plus ou moins large, médian et siège à la jonction tiers antérieur, deux tiers postérieur de la moelle, c'est une cavitation médulaire. Donc, elle peut être post-traumatique ou malformative. Dans ce cas, il faudra rechercher une malformation de Chiari, ou en fait, elle peut carrément venir compliquer une tumeur médulaire, généralement un épendymome. Donc, cette IRM a été réalisée chez un patient avec un déficit brutal moteur des membres inférieurs et précédé d'une douleur dorsale violente. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, on a un aspect en snake eyes, aux yeux de serpent. Donc, pour conclure, nous dirons que l'IRM est un examen neuroradiologique essentiel, largement utilisé dans tous les secteurs de la pathologie neurologique médulaire, et que après cet exposé, nous devons pouvoir appréhender l'ensemble des étapes d'une IRM médulaire, depuis les indications jusqu'à la critique éclairée. Un bon dialogue avec le patient, souvent anxieux, facilite la procédure, et puis l'absence d'indication ou une indication très vague conduit souvent à un examen rapide de qualité moyenne, mais connaissant le diagnostic. Donc, le rôle de la communication entre le prescripteur et le radiologue est une fois de plus mis en exergue. Nous tenons quand même à nous excuser pour la pauvreté de notre bibliographie. Il s'agit d'un travail précurseur préparé de façon inopinée, dont vos apports et suggestions amélioreront grandement la qualité. Merci pour votre aimable attention. Ok, merci beaucoup. Merci pour avoir resté dans le temps. Dans les 15-20 minutes, vous avez fait environ 16 minutes. Seulement que vous avez passé près de 8 minutes à pas nous parler de comment réaliser le truc. Je ne sais pas pourquoi. La moitié de votre temps que vous avez utilisé, c'était par rapport à la machine, à l'appareil, et puis aux contre-indications et tout. Cela pouvait servir à nous parler d'autres images de l'IRM au niveau du rachis, surtout au niveau des pathologies dégénératives. Et comment, même si le scanner, avec le scanner, on arrive à bien voir la trame osseuse et tout, l'IRM aussi a son rôle à jouer dans la pathologie dégénérative, par exemple.
Bon, je pense que c'est là que, bon, vous avez parlé des pathologies vasculaires, pathologies tumorales, je pense, mais vous n'avez pas abordé à partir des pathologies dégénératives. OK. Et ça aussi, bon, c'est vrai que, bon, avec le scanner, on a beaucoup plus une vision sur la trame osseuse, mais qu'est-ce que ça ressemble à quoi sur les REM? Il fallait aussi en parler. Le truc que vous avez montré au niveau de l'hyperintensité centromédulaire, vous avez montré là, oui, voilà, ici, là. Non, revenez un peu derrière, là, sur la coupe sagittale, oui. Là, par exemple, je ne sais pas ce que c'est, moi, ça m'a l'air d'une compression de la moelle. Et si c'est une compression, cette hyperintensité, c'est dû à un édème vasogénique de la moelle qui finit par disparaître après la décompression. Après la laminatomie, ça finit par disparaître en post-opératoire. Et c'est justifié dans la littérature. C'est l'œdème qui apparaît comme ça si c'était une compression. Ça n'empêche pas, ça ne rend pas, ça ne met pas en cause ce que vous avez montré par rapport à cela aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais avant de laisser la parole aux autres, alors, dans tout ce que vous avez montré comme contre-indication sur le patient, matériel, tout ça là. Maintenant, si vous avez un patient qui doit faire l'IRM et voilà qu'il a un matériel ou bien il a une contre-indication parce qu'on lui a placé une valve ou bien quelque chose, un matériel orthopédique et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vous avez vu ça quelque part ou bien? Non, ben, je peux répondre. Vous avez vu ça dans votre document ou bien c'est... Sinon, si vous ne l'avez pas vu, il faut demander le myélogramme ou bien myéloscanner. OK. Avec une myéloscanner, on arrive à s'en sortir facilement. OK. Sinon, le temps allait être mieux réparti pour nous parler de l'IRM du fond en comble de tout le rachis jusqu'au lombaire. Bon, je laisse les autres continuer si quelqu'un a des questions ou bien d'apports pour améliorer le travail. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi de rebondir sur ça parce que bon, la moelle épinière, j'adore. Je suis resté un peu sur ma faim. Pourtant, je t'ai envoyé un document, une présentation intéressante que tu pourrais bien utiliser, Balaji. Bon, mais effectivement, pour le temps, c'était respecté. Après, c'est vrai que tu as passé beaucoup plus de temps sur... on n'est pas des techniciens d'IRM, mais c'est très bien quand même d'en avoir parlé. Mais tu aurais dû ne pas trop t'attarder là-dessus, mais c'est très bien parce que c'est bien d'avoir cette notion aussi, de savoir un peu ce que c'est et tout. Mais bon, je crois qu'on n'est pas des techniciens d'IRM. Et puis, j'aurais vraiment aimé que tu sois un peu plus systématique du point de vue du neurochirurgien. Donc, que tu me dises clairement sémiologiquement qu'est-ce que tu as lorsque tu as en fait une lésion qui est. Parce que quand tu parles de ton titre, c'est IRM médulaire. Donc, l'IRM médulaire, donc, ça veut dire que tu dois normalement parler de tout ce qui est depuis le foramen de Magnum jusqu'au cône terminal au moins. D'accord? Et bien entendu aussi, voilà, si tu peux, comme te l'a dit Hugues, tu peux aussi aborder un peu, voilà, tout ce qui était queue de cheval. Enfin, tu n'es pas obligé, mais au moins parler en fait du dégénératif. Parce que par rapport au dégénératif, tu peux dire au niveau cervical, tu peux déjà en parler. Oui. Et la spécificité en fait de lésions extradurales, de lésions intradurales. Sémiologiquement, comment tu reconnais une lésion qui est extradurale et comment tu reconnais une lésion qui est plutôt intradurale, extramédulaire ou intradurale, intramédulaire. Il faut que tu puisses, en fait, normalement, à la fin de cet exposé, pouvoir nous dire concrètement, sémiologiquement, de façon très palpable, comment ça te saute aux yeux. Tu n'es pas forcément obligé de rentrer dans les diagnostics histologiques ou forcément et tout, mais sémiologiquement, qu'est-ce que tu retrouves? Et comment tu reconnais en fait les signaux intramédulaires liés en fait à une compression de la moelle. Il faut que tu puisses en fait le ressortir, d'accord? Et effectivement en fait en fonction en fait des pathologies que tu as,
quelles sont quelle est la symétrie radiologique que tu retrouves, par exemple, au niveau d'une lésion en fait, tumorale, d'une lésion vasculaire, d'une lésion, comment on appelle, infectieuse. Je n'ai pas entendu parler, on est en zone d'endémie, je n'ai pas entendu parler du mal de pote. Tu peux pas faire une IRM, tu peux pas parler d'IRM médulaire sans me parler du mal de pote, on est en zone d'endémie. Tu dois pouvoir ressortir la sémiologie radiologique en fait d'une IRM de spondylolisthite, que ce soit en fait mal de pote ou même agème banal, on peut en avoir, d'accord? Donc tu dois être systématique, donc infectieux, parasitaire, vasculaire, tumoral, par rapport en fait à l'étiologie et par rapport en fait à l'anatomie. Est-ce que je suis en mode extradural, intradural? Tu dois pouvoir le ressortir. Et bien entendu, j'ai aimé le fait que tu aies ressorti le côté rachis, effectivement, qui n'est pas bien étudié, qui peut ne pas être bien étudié par rapport, en fait, comment dirais-je, à l'IRM, et que le scanner peut t'orienter, surtout dans les cas des métaosseux. Tu peux aussi avoir des métastases. Tu dois pouvoir en parler. Sémiologiquement, qu'est-ce que tu as? Donc, c'est surtout ça que moi j'attendais de cet exposé, de façon, du point de vue neurochirurgical. D'accord? Ça n'enlève rien, en fait, à ton exposé, mais il faut que tu puisses inclure ces données pour que ça puisse être, en fait, beaucoup plus parlant et croustillant pour, voilà, pour nous, résidents, jeunes comme vieux, je sais pas, on s'en fout, en tout cas, tu vois, il faut que... Mais j'ai quand même révisé beaucoup de choses avec toi par rapport, en fait, aux différentes séquences. C'est très bien d'avoir procédé comme ça. Donc, il faut que tu puisses inclure ces données. Et bon, je ne vais pas monopoliser la parole. On va revenir progressivement fait, par rapport à ça pour que vous puissiez savoir, en tout cas, ce qu'il faut retenir comme message ici par l'IRM médulaire. D'accord? Je laisse la parole aux autres et puis on va rebondir progressivement. En tout cas, merci pour ton exposé. Merci pour avoir resté dans le temps et merci pour avoir, en tout cas, voilà, de l'avoir préparé et de nous avoir présenté ton travail. Merci à toi. Merci. Je veux répondre rapidement, peut-être avant. Ah oui, oui, vas-y. Donc, en fait, je comprends bien. Enfin, je pense que alors, dans ce cas, je n'ai pas bien compris l'intitulé, en fait. C'est beaucoup plus sémiologie de l'IRM médulaire, en fait, ou en fait, diagnostic à l'IRM médulaire. Ça aurait dû être plus ça. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, vu qu'on a d'autres cours et la majorité vont aborder les différents points, je n'avais pas vite perçu qu'il fallait forcément reparler de forcément tout le côté sémio-diagnostic à l'IRM médulaire, en fait. C'était là ma confusion. Là, oui, là, j'ai compris. Je vais même carrément reprendre la présentation. Voilà. Est-ce que tu es d'accord au moins que j'ai un tout petit peu raison par rapport à bien sûr. Pas un tout petit peu, entièrement raison. Ok, ça marche. Bon. Ok, super. Merci à toi. Non, en fait, ce que voilà dit, en fait, ce qu'on ramène encore et encore, c'est la séquence des choses, c'est-à-dire la part de ce que nous connaissons très bien, c'est-à-dire, OK, voici l'IRM, voilà l'IRM, et quand on parle des pathologies vasculaires, voilà ce que nous avons. Par exemple, on sait très bien, il y a la pathologie vasculaire qui atteint beaucoup plus les corps vertébraux. Il y a des pathologies vasculaires qu'on peut trouver au niveau, voilà à quoi ça ressemble. Quand on prend ce qui est tumoral, comme l'a dit tout à l'heure, voilà, donc cette partie-là, c'est tout. C'est comme tu discutais un cas clinique, diagnostic par diagnostic différentiel, c'est tout. Exactement, c'est ça. En fait, comme ça, en fait, ça allait donner... ces choses-là, ces éléments. Voilà, ça allait donner en fait beaucoup... En fait, tu as été vraiment exhaustif par rapport en fait à l'IRM même, en fait, je vais dire... Mais le document que tu as utilisé, tout ça là, ils en ont parlé dedans. Oui. L'IMC, là, ils ont parlé de ça, ils ont pris les choses là par là. C'était beaucoup plus encéphalique. Mais OK. Bon, en tout cas, je t'avais envoyé un truc, tu aurais pu tricher un tout petit peu. Bon, après. OK. Je vais tricher maintenant. Oui, on y va. Il y a d'autres commentaires, d'autres rapports. Oui, il y a Dr Kisao qui est là avec nous. Dr Kisao, tu as la parole. Hein. On va procéder par ancienneté. Là. Les jeunes vont prendre la parole. Merci, Dr Nouridine. Je pense que tout a été déjà dit. Hein? Tout a été déjà dit, sinon déjà rappelé par les collègues.
Je pense que ce qui a manqué dans ton travail, c'est, comme les autres l'ont dit, hein, c'est une systématisation. Et je n'ai pas retrouvé de radioanatomie. C'est vrai que c'est un sujet qui porte sur l'IRM médulaire. Mais l'IRM médulaire, je pense que c'est un terme qui est galvaudé, mais qui voudrait dire IRM spinal, IRM du rachis cervical, du rachis thoracique et du rachis lombaire. Et quand on parle de IRM spinal, c'est voilà, partie molle, c'est contenant, contenu. Contenant voilà, tout ce qui est osseux, tout ce qui est ligamentaire. Alors, maintenant, il faut que cette radio-anatomie de ces différents éléments-là puisse ressortir, quoi. Le disque, comment est-ce qu'il est à l'IRM, dans la dégénérescence discale, comment est-ce qu'on la retrouve, les parties molles, qu'est-ce qu'on attend, voilà. Quand il y a une pathologie, qu'est-ce qu'on retrouve, voilà. Et je trouve qu'il a aussi également manqué dans ta pathologie l'intérêt de l'IRM pour le neurochirurgien. C'est vrai, c'est beau d'étudier l'IRM, mais particulièrement pour la neurochirurgie, dans quel cas on demande l'IRM médulaire? Beaucoup plus dans le post-opératoire du rachis dégénératif, beaucoup plus dans les pathologies vasculaires, beaucoup plus dans les pathologies tumorales. Et ça, tu aurais pu le ressortir ça et voilà, l'appuyer avec quelques pathologies fréquentes, par exemple dans la fibrose post-opératoire, ne serait-ce que ça. Comment est-ce que tu retrouves ta fibrose? Comment est-ce que tu la différencies de l'édème post-opératoire? Voilà, ces différents éléments-là. Après, j'aurais une question pour toi. Tu as ressorti la notion de néo-angiogénèse et de rupture de la BHE. Je voudrais savoir quelle est la séquence qui te fait faire la différence entre une rupture de la BHE et une néo-angiogénèse. Merci. Merci Kisao. La parole est à toi, Balaji. Allô? Oui, Julien. Ouais, tu as la parole, Balaji. Bon, merci Je bien. peux revenir un peu sur la question. C'était quoi la question? Une différence entre la rupture. En fait, voilà, il a parlé de rupture de la barrière hémato-encéphalique et il a parlé de néo-angiogénèse. Oui. Voilà, quelle est la séquence, en fait, en tout cas caractéristique, qui te permet de faire la différence sémiologiquement? En fait, je veux dire, tu l'as sorti, mais je pense que c'est pour un côté, enfin, il y a quelque chose de pertinent pour lequel tu l'as sorti. Et ça a manqué. Dans quel cas on a besoin de savoir si c'est une rupture de BHE ou bien c'est une néo-angiogénèse. Voilà. Ouais. Je demande de ce pour les aider. Avant que tu ne répondes, je voudrais répondre sur ce que peut-être que ça va commencer pour dire que, par exemple, si effectivement pour l'IRM, les indications, il y a des indications qui sont strictes. Et dans la pratique, tu peux juger de demander le scanner à tel patient juste parce qu'il est jeune. Donc, tu n'espères pas, parce qu'il est âgé plutôt. Donc, il est âgé, donc la symptomatologie qu'il présente, ça peut s'étendre beaucoup plus vers un truc arthrosique que voilà. Donc, tu préfères lui demander un scanner. Alors que si c'est un jeune qui vient avec la même symptomatologie, tu lui demandes l'IRM directement. Il y a des cas comme ça dans la pratique. Donc, par exemple, si un jeune un jeune de 40 ans, ou bien 45, moins de 50 ans qui vient avec une symptomatologie au niveau des membres supérieurs, donc, bon, même si c'est une tétraparésie ou quoi, tu aurais préféré lui demander une IRM directement au lieu de passer par le scanner et après demander l'IRM et après un à un. Tu lui demandes l'IRM directement comme argument que, étant donné que c'est un jeune, on n'espère pas avoir chez lui des pathologies arthrosiques. Donc, après l'IRM, on peut demander le scanner. Mais si c'était une personne âgée, on va directement avec le scanner et après on vient sur l'IRM. Ce sont des considérations, je dirais, d'école, mais qui suivent certaines logiques qu'il faut aussi avoir comme notion. Donc, vas-y avec la réponse du docteur Kisao. Comme il a abordé, je voulais revenir sur ça avant que tu ne continues. Il a déjà appelé au secours. Hein. Quoi ça?
Oui, oui, il a appelé au secours. Il a dit qu'il ne Mais c'est lui, serait pas. regarde pour dire reviens sur ta diapositive là. C'est ça que tu as parlé. Reviens Diapositive qui vient avant reviens sur celle-ci. ouais, avant celle-ci, ouais, vas-y. Il y a une diapositive là où tu parlais de La quand louange, c'était de. alors, C'était où même là? Tac, tac. Alors, c'est tout. Il y a une diapositive où il parlait d'une vascularite et puis il parlait de T2 écho, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça que j'étais qui s'est reprendre. T2 écho de spin, c'est ici. Celle-là. Oui, mais il t'a donné la réponse là en quelque sorte. Attends. Oui, oui. La Tu différence peux entre revenir sur la diapo. la préférence du T2 écho de spin par rapport au STIR. Bon, il y a un endroit où tu as parlé de Ici. de la BHE. Je vois plus ça. Je pense que c'est Attends. encore en arrière. Hein. C'était beaucoup plus tôt, en fait. Oui, oui, je crois. Non. Non, je pense que redescends doucement. Oui. Encore. En fait, la question de Dr. Kisao, c'est surtout effectivement comment tu peux reconnaître en fait que tu as une rupture de la barrière hémato-encéphalique, par exemple, comparativement